plus, j'ai pas de demande Non, encore. Ah oui, voilà, ça y est. voilà, ok. Bah, voilà, c'est bon, Voilà. ça enregistre. Moi, ça m'a pas demandé en particulier. Non, moi non plus, ça m'a pas demandé. Bon, Bon, alors je m'entends deux fois. Bon. Vous m'entendez qu'une seule fois quand je parle. oui. Oui, c'est bon, on vous entend pas en Très bien. double. Moi, j'ai pu cliquer OK, hein. J'ai eu le message et j'ai mis OK pour l'autorisation d'enregistrement. Alors, est-ce que là, vous m'entendez tous? Oui. Ah, bah parfait. OK. Alors, euh, moi, je me présente, Galit Samama. Je suis juriste et médiatrice en Israël. J'anime le groupe Alia avec Jessica qui elle s'occupe de la partie sentimentale, qui s'occupe de vous accompagner, qui s'occupe de vous accompagner tout au long de votre Alia, parce que des fois et bien souvent, on a des blocages lorsqu'on monte en Israël, on a des a priori, des peurs, et donc elle s'occupe de débloquer ces peurs. D'accord, de débloquer ces blocages. Elle est aussi sur le groupe, elle est administratrice du groupe. Donc, elle est sophrologue, elle a énormément de casquettes, elle est thérapeute et donc elle vous accompagne tout au long de votre prise de décision d'ALIA. D'accord? Aujourd'hui, comme j'ai vu qu'il y avait énormément de questions qui revenaient à chaque fois sur le groupe, je me suis permise de faire un petit live avec un nombre défini de personnes pour pas qu'on soit trop nombreux non plus. On a l'habitude de faire des zooms à 30, 40, 50 personnes. Je me suis permise de faire un zoom avec un peu moins de personnes. Ce qui permet de pouvoir se concentrer sur les questions que vous allez poser. On a Gabriel qui est avec nous, qui est assureur. On a Chaya qui est avec nous, qui est responsable de la partie crédit immobilier, qui est courtière en crédit immobilier en Israël. Et on a Sarah qui va monter sur le groupe également, qui est expert comptable. Son travail est très important parce que elle, elle sait exactement les contrats internationaux, donc entre la France et Israël, les conventions qui sont signées entre les deux pays, et s'occupe soit lorsque vous ouvrez une société en Israël, de vous créer votre société, de vous ouvrir votre société, également de faire les déclarations fiscales lorsque vous avez des revenus étrangers en Israël après l'exemption des 10 ans. Donc son rôle est très important, elle est très accessible c'est une personne humble qui a l'accès facile. Donc c'est pour ça que je voulais qu'elle soit sur le groupe. Je vais la relancer pour qu'elle monte avec nous sur le groupe également. Et je vous laisse poser vos questions de manière simple. Posez vos questions, on y répond. Si ça concerne Gabriel, il y répondra. Si ça concerne l'administration, j'y répondrai. J'ai ma collègue avocate également qui est en Zoom actuellement, donc elle se connectera dès qu'elle pourra. Sarah, expert comptable, qui va se connecter. Et puis, on a une personne aussi qui s'occupe des crédits voiture, qui n'a pas pu monter sur le groupe, mais qui répondra à vos questions si vous en avez besoin par la suite. D'accord? Et également, plusieurs autres avocats qui sont spécialisés en immobilier, d'autres en famille, que je ferai montrer sur d'autres lives. D'accord? J'attends de voir vos questions et puis en fonction de votre demande, je les ferai monter sur le groupe. D'accord? Sur le live. Alors, posez vos questions et puis peut-être que ça peut intéresser d'autres personnes ça permettra d'y voir un peu plus clair. Bah, si vous voulez, je me permets de commencer. Allez-y, Galit, je vous en d'abord, je prie. voulais vous remercier. Ça fait un moment que je suis sur le groupe. Je compte faire mon alliage, je ne sais pas encore quand, mais je vous remercie pour votre disponibilité, pour toutes les réponses précises que vous donnez. C'est vrai qu'en vous suivant, ben, on peut évoluer à un projet. Donc, j'ai 66 ans, je suis à la retraite, je suis retraitée active, j'ai une micro-entreprise en tant que consultante. Je suis en instance de divorce. Donc, ma première question, j'ai bien compris, est-ce que c'est ça qu'il faut attendre que je sois totalement divorcée pour démarrer l'ALIA? Alors, bien évidemment, attendez, j'essaie de mettre un peu, de surélever un petit peu l'ordinateur parce qu'on voit une partie de ma tête. Voilà. Euh, voilà. Alors, bien évidemment que lorsque vous prenez la décision de faire la lien, bien évidemment que l'agent juif va vous demander d'avoir un état civil à jour.
D'accord? Euh, sur votre acte de naissance, il faut qu'il soit marqué marié à telle date et divorcé à telle date. C'est important que vous ayez vos actes d'état civil à jour. Parce que même si l'agent juif vous dit, mais non, vous inquiétez pas, faites la alia depuis Israël, auprès du Misra d'Apnim, vous allez vous heurter à un mur encore plus compliqué que l'agent juive. D'accord? Donc, surtout, ne pas faire ça, ni faire une alia séparée, ni faire une alia auprès du Misra d'Apnim directement. Vous mettez à jour votre état civil et vous venez avec, et bien évidemment, vous passez par l'agent juif qui, normalement, est censé vous faciliter le travail au niveau des documents administratifs lorsque vous arrivez. Comme l'agent juif est un tsinor, est un, comment on dit, un conduit, si vous voulez, l'agent juif va regrouper, va prendre tous les documents que vous avez regroupés, va les envoyer au Misra d'Apnim, qui va, elle, vous donner une éligibilité. Et puis, quand vous allez arriver à l'aéroport, on va vous donner la Théodat Zéhout directement, la carte d'identité. D'accord? C'est pas si facile que ça quand vous faites l'ALIA depuis Israël. Quand vous avez des situations complexes comme la vôtre, c'est très compliqué. Il faut l'autorisation du monsieur, il faut le faire venir en Israël. S'il ne peut pas venir, il faut signer à l'ambassade d'Israël en France. Donc, surtout évitez, vous divorcez, vous obtenez un état civil à jour et puis vous faites appel. Bien évidemment, vous appelez l'agent juif et vous regroupez tous vos documents et vous leur donnez. D'accord? Ok. J'ai Gali, une deuxième question. Ma fille qui a tenté l'ALIA il y a quelques années me disait de ne pas faire l'erreur, de ne pas faire l'ALIA seule et de le faire, de partir en groupe. Je ne sais pas ce que ça entend et qu'est-ce que ça représente de Il n'y a faire pas une ALIA en d'erreur, groupe. ça dépend ce que vous aimez, ça dépend ce que vous souhaitez faire. Il y a des personnes qui souhaitent faire une alliée de groupe parce que ils se sentent plus sécurisés de faire une alliée avec des gens qui connaissent, avec des personnes et qui ils ont fait, qui ils ont découvert. Moi, ma sœur, par exemple, elle a découvert certaines villes. D'accord? Elle est partie dans plusieurs villes, Petah Tikva, elle est partie à Moudi'in, elle est partie dans plusieurs villes. Elle a visité plusieurs villes avec un grand nombre de personnes qui avaient pris son profil. Et puis, elle a une préférence pour une ville en particulier. Et donc, du coup, elle a décidé de faire une alia de groupe à Pétartigla parce que ça lui convenait un petit peu plus au niveau du travail, au niveau de la cache-route, au niveau de la communauté. Je veux dire, c'est bien de faire une alia de groupe parce qu'on se sent soudé, on a des accroches, des atomes en commun avec des personnes avec qui on a découvert certaines villes. On a également des atavos, c'est-à-dire des avantages que le maire négocie à l'avance. Et donc, du coup, on a bien évidemment des fois la partie administrative qui va plus vite, puisque il se charge de vous faire l'administratif. Mais après, si vous connaissez bien évidemment certaines villes qui ne sont pas dans l'Aliad Group, et que vous vous sentez d'aller à Ashdod, par exemple, euh, c'est pas mal non plus. Je veux dire, c'est en fonction de votre ressenti aussi. D'accord. Et est-ce qu'on peut encore faire du volontariat dans des kibbutz de, je sais pas, 6 mois, arriver dans un kibbutz? Moi, la vie collective me va beaucoup. Enfin, je peux la vivre. Est-ce que c'est possible d'arriver en Israël, de faire son alia et de rentrer dans un kibbutz en tant que volontaire? Moi, je suis retraitée, donc j'ai Bien une évidemment, retraite. bien évidemment, bien évidemment. Vous avez la possibilité de faire du volontariat pour Sarel, pour l'armée, du volontariat dans l'agriculture, du volontariat dans l'équipe Bootsim également. C'est pas la même chose qu'avant, hein. L'équipe Bootsim, c'était beaucoup plus terre à terre à l'époque. D'accord, ça a beaucoup évolué. Bien évidemment que vous vous greffez à des associations de bénévolat. Et vous pouvez vous rendre utile. Ma mamie, elle faisait ça à Tibériade, dans le sud, dans le nord également. Vous pouvez vous rendre utile et pourquoi pas prendre un travail de 2 jours par semaine, par exemple, pour vous occuper également et vous rendre utile. C'est très possible, bien évidemment. D'accord. Il y a beaucoup Et est-ce il y a que, beaucoup d'associations de personnes retraitées et même des tioulines qui sont mis en place par les mairies. En tout cas, à Ashdod, ils sont très actifs, par exemple. et là, j'envisage un voyage en Israël, mais justement pour faire du bénévolat. Je ne sais pas si en aparté, enfin, ou en privé, vous pouvez me donner des adresses de kibbutz ou d'associations. Oui, je peux, Alors, avec plaisir. j'ai été professeure de lettres en collège 25 ans, mais avant, j'étais aussi productrice de fromage de chèvre. Donc, Oh ça là peut rendre là, on va service. devenir des amis alors. J'adore le chef. Et voilà, Alors, donc j'ai ce ça tombe bien. panel-là.
Il y a une personne que j'aime beaucoup rendre visite. Euh, c'est à Bdikata-Yarden. C'est à la pointe de la mer Morte là-bas. C'est un timer qui s'appelle le Timer Yafit. Vous avez une vieille dame D'accord. là-bas qui produit du chèvre, du crottin de chèvre, du camembert de chèvre, qui vous fait des dégustations et qui, ses enfants ne veulent pas reprendre l'entreprise et elle a des mains en or et c'est juste extraordinaire ce qu'elle fait. Et je me ferai un plaisir de vous y amener même, puisque moi j'aime bien y aller tous les 2 mois. C'est C'est où? déconnectant. Alors oui, j'aimerais donc pas déjà commencer à faire comme ça du bénévolat un peu Bien sûr. dans, voilà, dans l'agriculture ou pour les chèvres. Ou... Je me suis inscrite à Sahel aussi, mais dernièrement, mes enfants m'ont dit, 4 enfants, non, tu pars pas. C'était au mois de novembre. Sinon, je partais pour 2 semaines. Mais je veux bien des adresses comme ça quand j'irai, enfin, en amont, d'avoir un pied à terre pour faire du bénévolat Avec plaisir. avant Je de... vous donnerai toutes les adresses que j'ai, avec plaisir. Mais encore une fois, c'est rattaché aux villes. Chaque ville a ses associations et des fois, c'est des rabbiniques qui organisent des cas. Vous allez Kéber de Rachel et Menou. Des fois, vous avez des sorties, une journée à la mer Morte. Tout dépend de la ville, en fait, du dynamique de la ville. Parce que j'ai essayé de chercher sur le net, alors à part du volontariat dans l'armée israélienne, ça c'était OK, mais tout le reste, c'était vraiment pour les jeunes. À mon âge, j'ai rien trouvé. Non, vous avez aussi pour les Khayalim, on organise beaucoup de barbecues pour les Khayalim, on a beaucoup organisé pour l'agriculture parce qu'ils avaient plus d'agriculteurs. Donc on a organisé beaucoup de volontariat. Ça a beaucoup aidé et puis nous, ça nous a permis de nous rendre utiles aussi d'une certaine manière. Donc il y a énormément de choses organisées. Je vous enverrai ça. D'accord? Vous venez Ouais, parce que des me fois, voir en j'arrive privé et pas à je avoir vous l'info enverrai ça. dans les D'accord? SINA, je suis pas arrivée à avoir l'info. Super, merci à vous. Avec plaisir. Merci On a beaucoup. Sarah qui vient de nous rejoindre. Merci Sarah d'être là. Elle est expert comptable en Israël. Vous avez des questions techniques sur comment on ouvre une société, quels sont les abattements fiscaux, comment ça se passe, quelle déclaration on doit faire après l'exemption des 10 ans. Ça se passe avec Sarah. On est là. Je vous écoute. J'écoute vos questions. Euh, Galit, Bonjour Galit, Florence. je ne sais pas si tu m'entends, c'est Florence. Tu m'entends? Oui, oui, j'entends bien. C'est parfait. J'ai justement, alors j'ai des questions pour toi et des questions pour Sarah. Alors, je vais peut-être commencer par la question pour toi parce qu'elle complète celle qui a été posée par Anna juste avant concernant le divorce. Oui, Il s'avère que moi, je suis divorcée depuis 2002, donc ça fait très longtemps. Et sur mon extrait d'acte de naissance, j'ai vu qu'il n'y a que le mariage qui apparaît, le divorce n'apparaît pas. Donc j'ai appelé là, le Global Center qui m'a dit de demander à la mairie de Paris, où je me suis mariée, oui. un acte complet où normalement le divorce devrait apparaître. Si jamais le divorce n'apparaît pas, comment je fais Un acte de pour... naissance intégrale. Oui, l'acte de naissance intégrale, ça n'y est pas. Bon, alors c'est soit une takala, c'est-à-dire une erreur Oui, de l'état civil, d'accord? oui, Vous avez divorcé en France, oui, oui, non. Donc il faut se tourner vers la mairie euh, proche de la ville où vous avez divorcé et leur demander pourquoi la mention de divorce n'y figure pas. Alors c'est soit ils ont omis de le faire, soit il oui, y a une erreur et il faut la réparer rapidement. Et ça peut vous causer un d'accord, préjudice après quand vous arrivez en Israël. C'est dommage parce qu'il y a des droits, des aides que vous pouvez avoir le droit en Israël. Et comme vous êtes considéré comme marié, alors la mise à jour ne sera pas faite en Israël, ça va faire boule de neige après. D'accord? d'accord, enfin, ok. Après, en fait, j'ai demandé si c'était important à la Jean Juif parce que mon ex-mari est décédé peu après quelques années après notre divorce. Donc j'ai dit, bah, il est décédé, donc je suis seule. Mais elle m'a dit non, c'est le divorce qui est important, Bien pas le évidemment. décès. Bien Bon, évidemment. donc, il faut que je demande pourquoi la mention de divorce n'y apparaît pas. La deuxième question que je voulais poser, Bonjour c'est Sarah. justement, je vais faire mon alia, alors normalement, à partir de mi-septembre à Ashdod, parce que j'ai ma famille qui y réside. Besha Tova. Pardon? Besha Tova, bienvenue.
Toda Rabah. Et je compte faire un ulpan. Bien sûr. Mais je pense que l'ulpan, il faudra le faire. Enfin, alors, le problème, c'est que mon fils devrait se marier également et qu'il n'a pas encore fixé de date, mais je pense qu'il va faire ça après les fêtes de Tishri. Et donc, je voulais savoir si l'ulpan, je pouvais le commencer que fin octobre ou début novembre. Enfin, comment Alors, ça peut se alors faire. c'est pas vous qui décidez, il y a des sessions. D'accord? Oui. Si vous faites la LIA au mois de juillet, il faut vite passer par le ministère d'Aklita, ouvrir vos droits, obtenir l'autorisation du ministère d'Aklita. Obtenir l'autorisation du ministère d'Aklita qui dit que vous avez l'ULPAN gratuit sur 10 ans. Donc, vous allez, par exemple, vous dites, voilà, je veux cette ULPAN-là qui est sur Ashdod. Ils vont vous donner l'autorisation. Vous allez avec à l'ULPAN. Deux secondes, Galit. C'est le Misra d'Aklita, Ouais, c'est quand pas vous l'agent juif arrivez, qui s'en occupe. non, pas C'est du quand tout. on arrive. Non, non, non. Vous arrivez, vous obtenez une Théodat Zéout. D'accord? Temporaire. Après, il faut ouvrir vos droits au ministère d'Aklita. C'est là que la bataille commence. L'administratif Il- il- commence. D'accord. Le Misra d'Aklita, c'est celui qui est à la City. Ministère de l'intégration. Oui, c'est à la City. Et Ouais. donc, du coup, vous y allez et vous ouvrez vos droits et vous dites, je veux faire l'ULPAN. Il vous donne un papier pour l'ULPAN, il vous donne d'autres papiers, mais on va pas lister tous les droits. Hum. D'accord? Vous allez à l'ULPAN avec et ils vont vous dire quelle session. S'ils ont une session en septembre, si la session commence au mois d'août, s'il y a une session qui commence en janvier. Donc, il faut D'accord. absolument que vous fassiez la session ULPAN 20 heures par semaine. D'accord? Vous obtenez un diplôme à la fin et après, soit vous faites un ULPAN bête, soit vous continuez, soit vous arrêtez, mais au moins faire l'ULPAN Aleph pour Hum. pour permettre de vous situer, en fait, de comprendre ce qu'on vous demande, de lire, de savoir de quoi il s'agit. Comme vous arrivez en Israël, c'est très important. D'accord. D'accord? Donc, il faudra commencer par ça. Hum. Vous aviez une question pour Sarah? Tout à fait. Je Alors, vous c'est écoute. justement ma troisième question. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je vais être retraitée. Alors, j'ai deux questions en fait pour Sarah. La première, c'est que je vais être retraitée de la fonction publique. Donc, je sais qu'il faut qu'on fasse fiscalement la retenue à la source en tant que fonctionnaire, hein. On est obligé de payer ses impôts en France, même si on fait son alia. Donc, je voulais savoir comment ça se passe exactement, comment on doit faire. Et la deuxième question que j'ai posée, que je voudrais poser à Sarah, c'est que comme je me sens encore très jeune, je voudrais continuer. J'ai une idée d'activité à monter, et en fait, c'est avec mon compagnon actuel, et on voudrait chacun faire une part d'activité. Alors en France, je sais comment on fait. On se met tous les deux auto-entrepreneurs et chacun déclare sa part de revenus qu'il aura. En Israël, je sais qu'il existe plusieurs systèmes, dont un système équivalent à l'auto-entrepreneur. Voilà, je ne vois pas comment est-ce qu'il faut faire et quelles sont les démarches, etc. Alors, vous m'entendez, oui? Oui, Oui, super. Très bien. D'accord. Donc, concernant votre première question, ce qu'il faut savoir, c'est que quelqu'un qui est retraité du secteur public, même si vous avez plus de 10 ans d'ALIA, eh bien, vous n'êtes pas imposable sur votre retraite de France. mm. D'accord? Donc, par rapport au fisc israélien, vous n'êtes pas imposable, même si les 10 ans sont dépassés. C'est la Oui, première chose. parce qu'on paye les impôts en France. On est à Non, Quoi qu'il arrive, vous non, payez des impôts en France. Quoi qu'il arrive, ça n'a rien à oui, voir. Convention internationale voilà. entre les deux pays. D'accord? D'accord. Après. d'accord. C'est différent. En fait, c'est différent si vous êtes retraité du secteur privé ou public. Si vous étiez retraité du secteur privé et que vous dépassez les 10 ans d'ALIA, là, vous êtes imposable sur votre retraite de Mm. France, d'accord? Maintenant, vous êtes du Ouais. secteur public, donc vous n'êtes pas imposable. Ça, c'est la première chose. Concernant l'activité, alors, il faut tout d'abord, la première étape, c'est d'ouvrir un dossier auprès de la TVA. Ça s'appelle le MAAM en hébreu, d'accord? Un, du MAAM, deux, du Mas Akhnasa, c'est ce qui correspond à l'impôt sur le revenu, et trois, de la sécurité sociale du Bitoire Léomi. D'accord? Voilà. Alors, après, il y a différents types de dossiers. Il y a la notion d'auto-entrepreneur, oui, mais c'est totalement différent de la France, puisqu'en France, un auto-entrepreneur, il va payer un pourcentage, d'accord, sur son chiffre d'affaires. Un pourcentage d'impôt sur son chiffre d'affaires. Ici, en Israël, c'est totalement différent. Il y a ce qu'on appelle en ivrite osek patour, ça veut dire dispensé. En fait, c'est quelqu'un qui est dispensé de TVA, d'accord? Il y a osek mourché, d'accord? Lui qui va devoir payer la TVA, qui est de 18%. Et il y a société, vraiment société, au même principe que la SARL, Alors d'accord? ça s'apparente, je fais une petite aparté, ça s'apparente au statut d'auto-entrepreneur pour le Voilà. SEC-PATOUR, sans TVA, Oui, parce qu'il y a un plafond à ne pas dépasser annuellement.
D'accord? C'est Vous ça. dépassez ce plafond, vous passez direct sur le ESSEC Mourché. ESSEC Mourché, vous faites passer vos frais, vous faites passer la TVA également à régler. Il y a des dochot, des rapports annuels à faire. C'est ça? Je ne me trompe pas, Sarah? Exactement. Allez, on Exactement. continue. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde, alors il y a deux choses à savoir. Tout le monde ne peut pas être au SECPATOUR. Enfin, il y a des professions qui, de base, ils ouvrent le dossier et sont automatiquement soit Mourché ou soit Chevra, société. D'accord? Par exemple, moi, je suis expert comptable, je peux pas être, d'après la loi, au SECPATOUR. Quelqu'un qui est ingénieur ne peut pas être au SECPATOUR. Il y a toute une Oui, liste moi, ce que qui je est voudrais faire, libellée. c'est du coaching. Alors, alors, si c'est considéré comme conseil, tout ce qui est conseil ne peut pas être au SECPATOUR. Ça dépend après comment est-ce que vous allez déclarer ça et nommer ça auprès du MAM, auprès de la TVA, d'accord? D'accord? D'accord. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Et la deuxième chose, c'est que si vous ouvrez, par exemple, là, dernièrement, j'ai ouvert une pâtisserie à un client. Il m'a dit, moi, je pense avoir un chiffre d'affaires dès la première année de 300 000 shekels. Je lui ai dit, ok, donc tu ne peux pas être au SECPATOUR. Tu vas devoir, dès le début, payer la TVA. D'accord? OK. Voilà, ça, c'est ce qu'il faut savoir. Et puis, donc, alors, concernant les impôts, il y a tout d'abord le MAHAM. Donc, quelqu'un qui n'est Alors, pas attends, pauvre, il attends, paye. juste arrête, Sarah. Lorsque Ouais. vous travaillez avec la France, lorsque vous travaillez avec la France, par Oui, exemple, oui, oui. vous avez un ESSEC Patour, je te fais une petite parenthèse sur ce que tu as dit, c'est parfait. T'as raison. Parce que moi, je travaille beaucoup avec la France également, avec des Israéliens, mais également avec des Français. Lorsque je travaille avec des Français et que je fournis des prestations de service à un client qui est français et qui se trouve en France, alors je vais le facturer sans TVA, que vous soyez au Exact. ESSEC Patour ou au ESSEC Mourché. Donc, ça a un avantage D'accord. auprès de votre prestataire en France, ça a un avantage énorme puisqu'il ne paye pas de TVA. Et en plus, alors, et l'avantage qu'il y a, le deuxième avantage, c'est que comme on ne paye pas la TVA, mais qu'il y a des frais quand même, donc on récupère la TVA des frais. Donc, au lieu de payer la TVA, on récupère de la TVA auprès de l'État. Là, j'avais D'accord, un client, parfait. il y avait un client là qui travaille avec la France, il est un prestataire de service pour la France. Il a récupéré plus de 4000 shekels de TVA Magnifique, hein. sur deux Magnifique. mois. Et Voilà. Il y a Dites-moi. est-ce qu'il vaut mieux ouvrir l'entreprise donc en Israël ou bien ouvrir dans la mesure où on travaille avec des Français ou des Israéliens ou l'ouvrir en France, c'est-à-dire faire un auto-entrepreneur en France et puis travailler en Israël et donc continuer avec une entreprise française. L'activité est réalisée depuis Israël. Donc, à partir du moment où que le travail est réalisé depuis Israël, même si vous avez moins de 10 ans d'ALIA, vous serez imposable en Israël. Alors, il n'y a aucune utilité à ouvrir en France. Alors, vous Vous voyez avez ce que posé je une veux dire? question. Il y a quelqu'un qui a posé une question, Sarah. J'aurais une Oui, question. dis-moi. Je Oui. suis français, pas encore au Khadash, si Dieu veut. Je souhaite tout d'abord savoir s'il y a une équivalence en Israël pour le domaine informatique, car recherchant un poste en tant que technicien support informatique. Ça, j'y répondrai. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de parler avec Sarah. Bien D'accord. évidemment, vous avez des formations en informatique qui existent en Israël, mais il y a beaucoup de passerelles en informatique en Israël et il faut faire reconnaître Oui. votre Théouda par le Misrad HaChinour en Israël pour pouvoir exercer. D'accord? Donc ça, on verra, c'est une aparté. Continue, Sarah, je t'en prie. Donc l'avantage, c'est qu'on peut récupérer la TVA. Donc ça, c'est ce que j'ai eu. Maintenant, des fois, il y a des personnes qui, là, c'est ce que j'ai eu le cas d'un client qui m'a dit, moi, elle a acheté un camion grue. Elle m'a dit, moi, je veux récupérer la TVA. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a, de base, elle s'est mise dans un sec mourché pour D'accord? récupérer de base la TVA sur l'acquisition du camion. Elle a pu récupérer quasiment 40 000 shekels de TVA. Donc, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux se faire guider et ne pas ouvrir les dossiers tout seul. D'accord? Euh, D'accord. Alors, j'ai Euh, une question, moi j'ai une question, Sarah, parce que ça revient oui, souvent dans le groupe Alia, et je pense qu'on a beaucoup de dis-moi. retraités sur le groupe, grâce à Dieu. Ouais, Euh, d'accord? Je fais la question clalie globale. Je suis en Israël. Oh là là, parce qu'on a des personnes qui sont au Lechadash déjà depuis un certain nombre d'années dans le groupe. Je suis au Lechadash déjà depuis 10 ans. Comment je dois faire? J'ai une retraite de France. J'ai également la retraite de réversion de mon mari. Est-ce qu'il faut que je déclare? À qui, faut que à qui je dois déclarer? Est-ce que j'ai une déclaration fiscale à faire en Israël? Ou est-ce qu'il faut que je fasse une déclaration en France? Comment ça se passe? Moi, je connais la réponse, mais je veux que ce soit toi qui réponde. bien sûr que tu connais la réponse. Alors, tu es la pro dans tout ce qui est démarche administrative. Alors, je voyais plus.
Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, quand quelqu'un qui a plus de... Alors, il y a plusieurs choses à savoir, d'accord? Quelqu'un qui est de manière générale, même pas retraité, quelqu'un qui est en Israël, qui effectue un travail depuis Israël pour la France, même s'il a moins de 10 ans d'ALIA, ou plus de 10 ans d'ALIA, qu'importe, il est imposable. Il est imposable en Israël. Maintenant, quelqu'un qui a moins de 10 ans d'ALIA, qui est physiquement, en dehors d'Israël, lorsqu'il fait la prestation là-dessus, d'accord, il y a pas de, il n'est pas imposable là-dessus par rapport au Massar Nassa. Ça, c'est la première chose à savoir parce que c'est important. C'est une question Massar de Nassa, c'est quoi impôt sur le revenu? l'impôt sur le revenu. Alors, D'accord. c'est important de savoir ça parce que il y a plein de gens j'ai des clients qui me disent, ah non, mais je suis dans les 10 ans d'Alia. Non, c'est une question de, tout dépend, ce qu'on appelle en ivrite, makom afaka tarnasa. Ce qui est écrit dans la loi. Ça veut dire l'endroit où Vous le créez du travail a revenu. été réalisé. C'est Mhm. ça. L'endroit où le travail a été concrètement réalisé. C'est vraiment la description qui est écrite dans le code des impôts à l'israélienne. D'accord? Ça, c'est la première chose. Pour répondre à ta question, alors, si quelqu'un qui a plus de 10 ans d'Alia, d'accord, qui a une retraite du secteur privé, je répète, là, oui, il va être imposable sur sa retraite de France. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai eu le cas plusieurs fois. Il faut me donner. Moi, je demande donc. Il y a un récapitulatif de la CNAV et de Info Retraite. D'accord? Et sur ce document-là, il y a écrit combien est-ce que la personne a perçu de retraite. D'accord? Et, euh, et en fonction de cela, je vais faire une déclaration fiscale, donc par rapport au fisc. Et après, il y a une manière d'optimiser ça pour faire en sorte que la personne paye moins d'impôts, évidemment. D'accord? Et la personne sera donc imposable en Israël. Maintenant, des fois, c'est le cas, la personne a toujours gardé a toujours une déclaration fiscale de France. Donc là, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, si on va partir du cas, si la personne a trop payé d'impôts en France, d'accord? Et qu'elle doit payer en Israël, on regarde si elle a trop payé ou pas. Et si elle a trop payé par rapport à ce qu'elle doit payer en Israël, elle va recevoir un crédit d'impôt. D'accord? Maintenant, si elle n'a pas payé assez, elle devra rajouter la somme qui manque. D'accord? Ça, c'est dans le cas où la retraite est privée. Maintenant, dans le cas où la retraite est publique, même si la personne a plus de 10 ans d'ALIA, elle ne va pas être imposée là-dessus. Donc, il n'y a même pas besoin de faire de déclaration fiscale. Voilà. J'ai une question, Sarah. Si j'ai une Ouais. retraite anticipée en France, Ouais. ma retraite est-elle imposée ou non en Israël? Et si je travaille partiellement en Israël, est-ce que je suis imposée? Alors, alors, après, il y a une question de ce qu'on appelle en ivrite madrigot mas. Ça veut dire qu'il y a des barèmes Des d'imposition par paliers. rapport au massa. Des Mhm. paliers, d'accord? Il y a des paliers d'imposition. Même si quelqu'un qui travaille à mi-temps, s'il dépasse les paliers, bien sûr, c'est pas une question de mi-temps ou autre, c'est une question de revenu. Est-ce qu'il dépasse les fameux paliers ou non? D'accord? Non, Maintenant, mais ce qu'il pendant faut les savoir, 10 ans, c'est la question, la première question qu'il faut se poser d'abord, c'est ouais, est-ce que vous êtes dans les 10 ans d'Alia? D'accord? Parce que là, vous parlez d'une retraite anticipée. Est-ce que vous êtes dans les 10 ans d'Alia? Pendant les 10 ans d'Alia, vous n'avez pas à faire de déclaration c'est fiscale ça. en Israël. Déjà, c'est la première réponse. D'accord? Deuxième réponse, si je travaille partiellement en Israël, est-ce que je suis imposé? Bien évidemment que vous êtes imposé sur les revenus que vous produisez en Israël. Tout dépend si vous êtes au-dessus d'un plafond ou non. Exactement. C'est ça? C'est ça, Sarah? Exactement. On ne va pas Exactement. vous imposer si vous avez si vous travaillez à mi-temps et que vous avez un petit salaire, un petit complément de Alors, salaire, et que c'est pas imposable, on ne vous impose pas. D'accord? Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut voir au cas par cas. On vous répond de manière générale. D'accord? Alors, je vais compléter ce que tu as dit, Galit. Oui. Il y a quelque chose à savoir, c'est qu'en Israël, quand quelqu'un est salarié, il y a un prélèvement à la source. C'est totalement différent de la France. Ça veut dire Et que maintenant aussi, quelqu'un qui... prélèvement à la source en France aussi. C'est passé au prélèvement à la source aussi. Oui. Ah, très bien. D'accord, donc c'est un prélèvement à la source, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de faire de déclaration fiscale. Quelqu'un qui est salarié ici en Israël, il n'y a pas besoin de faire de déclaration fiscale. Je travaille des fois avec des Américains, etc. Ils croient qu'il y a une déclaration à faire, mais pas du tout. Quand quelqu'un qui est uniquement salarié, il n'y a pas de déclaration fiscale. Quand est-ce qu'il y a une déclaration fiscale à faire? Par exemple, quelqu'un qui est indépendant ou quelqu'un qui est actionnaire. Voilà, toute une liste. Quelqu'un qui a des très gros revenus, là, il va être obligé de faire une déclaration fiscale. Il y a vraiment toute une liste énumérée par la loi. Vous avez Alors, d'autres questions? Posez les oui, questions. je suis étonnée par le fait on dise que les entreprises qui travaillent donc en Israël payent leurs impôts en Israël, puisque on dit que la plupart des Israéliens créent des entreprises à Chypre ou je ne sais trop où pour justement d'abord ne pas avoir une connotation israélienne pour pas être boycottés, et puis par souci de fiscalité, Alors, d'optimisation fiscale. alors, ils paieront. Alors, il y a plusieurs choses à savoir. Ça dépend d'où est fait le travail, encore une fois. C'est-à-dire ce qu'on appelle en hybride, comme je vous ai dit tout à l'heure,
Makom Afaka Tarnasa, l'endroit où le travail a été concrètement réalisé. Si le travail il est réalisé depuis Israël, bien sûr que la personne va être imposée. Après, ça dépend si on parle en tant que au Patour, en tant que société. Enfin, il y a énormément de choses à prendre en compte. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a Mm. énormément de critères à prendre en compte. Est-ce que vous avez d'autres questions? Posez-les, Non, c'est le moment. Alors, merci beaucoup. j'ai quelqu'un qui m'a posé en privé. Question intéressante qui peut intéresser tout le monde. C'est à toi, Chaya, courtière en crédit immobilier en Israël. Quand on est à l'étranger, est-ce qu'on peut faire un crédit en Israël? On est retraité. Est-ce qu'on peut faire un crédit en Israël? On est étranger, on n'est pas encore au Hadash. Est-ce qu'on peut faire un crédit en Israël? Et sous quelles conditions? Je connais la réponse, mais je voulais que ce soit toi qui réponde. C'est ton domaine d'expertise. Bonjour tout le monde. La personne, je sais pas si la personne elle est présente ou c'est une question sur C'est une sur le personne chat. qui a posé c'est une personne qui a posé la question dans le groupe et qui m'a posé la question directement. Je lui ai répondu rapidement, mais j'aurais préféré que tu détailles la réponse. Alors, ça dépend déjà, est-ce que la personne elle prévoit de faire son alia ou pas D'accord? euh, pour avoir le crédit. C'est-à-dire que quelqu'un qui prévoit de faire son alia, elle peut déjà prendre un crédit dans l'année avant l'alia. Ok, même si elle n'est pas israélienne. D'accord. Euh, Pourquoi si pourquoi la tu dis personne l'année avant de faire la lien? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il y a des personnes qui veulent acheter un bien avant de faire la alia. Oui, Donc, pour avoir les réductions au niveau de la taxe d'acquisition. Mais la question, je pense pas qu'on rentre dans la technicité. Je pense qu'on parle dans la globalité. Question générale. On est étranger, est-ce qu'on peut acheter un appartement en Israël? Est-ce qu'on peut faire un crédit en Israël? Est-ce que les banques, elles permettent de faire un crédit en Israël? il faut avoir la nationalité ou les revenus en Israël. Ah, D'accord? La C'est-à-dire que nationalité israélienne ou des revenus en Israël. voilà, ça dépend d'où la personne, c'est-à-dire quelqu'un qui est résident à l'étranger, mais qui a des revenus en Israël, il pourra avoir un crédit. Quelqu'un qui est israélien, et même s'il n'habite pas en Israël, euh, il pourra avoir un crédit également en fonction de ses revenus. D'accord? Et si, par exemple, j'ai des revenus étrangers et que je suis étranger et que je veux acheter un appartement en Israël, est-ce que je me tourne vers la banque et j'ai besoin de faire un crédit de 20 ou de 30% de la somme qui me reste? Est-ce que c'est possible? Oui, jusqu'à hauteur de 50%. Alors, donc je répète, je fais un sikum, je fais une conclusion. Lorsque vous venez en Israël, par exemple, vous souhaitez investir en Israël, pas forcément faire les aliyah, mais vous souhaitez acheter un pied-à-terre en Israël, sachez que étranger, parce que vous êtes considéré comme étranger, même si vous êtes juif, d'accord? Vous êtes de nationalité étrangère, vous devez apporter plus de 50% de la somme pour pouvoir acheter un appartement en Israël. Une personne qui est au Lechadash israélien devra apporter entre 25 et 30% d'apport. L'étranger devra apporter 50%. Alors, en général, soit vous achetez cash votre appartement, il y a des personnes qui achètent cash, donc ça n'a pas besoin de crédit, et il y a des personnes qui sont étrangers et qui souhaitent investir. Donc, ils apportent entre 50 et 60% de la somme et il leur reste 40%. Et à ce moment-là, ils peuvent aller à la banque et demander un crédit pour investir. Est-ce que quels c'est sont ça, les... Chaya? Exactement. Après, il y a des manières de faire les choses pour les personnes qui ont besoin de compléter ou de prendre un pourcentage plus élevé que les 50%, en rentrant quelqu'un par exemple, un proche du premier degré qui est israélien dans le crédit. Donc, ça permet d'avoir un pourcentage plus élevé de crédit. D'accord. Donc, Ok. au cas par cas, c'est-à-dire les grandes lignes, c'est pour quelqu'un d'étranger, c'est 50%. Une personne au Hadasha, pour son premier bien, c'est 75% de crédit. Et les personnes dans l'année avant l'ALIA également, ils peuvent avoir 75% de crédit. Et pour le deuxième bien, même pour un Israélien, ça sera 50%. Ou si on change de bien, on améliore son bien, on appelle ça, ouais, le mot il m'échappe. C'est-à-dire, si vous vendez votre bain et vous voulez en acheter un deuxième,
vous, Oh là là. vous avez jusqu'à 70% de crédit. Alors, c'est important de rappeler qu'en France, vous avez la taxe d'acquisition, les frais de notaire, d'accord, lorsque vous achetez un bien. En Israël, vous avez également la taxe d'acquisition. Ça s'appelle les frais de notaire également. D'accord? La taxe d'acquisition, il y a une exemption. Si je ne me trompe pas, Sarah et Raya, il y a une exemption en Israël pour un Israélien. D'accord? Lorsque vous obtenez la nationalité israélienne, vous êtes exempté jusqu'à 1,9 million à peu près. Entre 1,880 000 et 1,9 million. C'est-à-dire que si vous Exact. achetez, je vous donne un exemple pour que vous vous situez, d'accord? Mais des exemples réels. Vous achetez un bien à 2 millions de shekels, d'accord? Vous serez exempté des frais de notaire, d'accord, de la taxe d'acquisition, jusqu'à 1,9 million. C'est-à-dire que le delta entre 2 millions moins 1,9 million, vous paierez la taxe d'acquisition par palier, 0,5%, 2%, 7, par palier. Par contre, si Mais vous c'est si êtes on achète un premier étranger, c'est si appartement. vous achetez. Par contre, lorsque vous êtes étranger, vous payez dès le premier centime 8%. D'accord? Il faut que vous le sachiez, parce que ça rentre dans les calculs également. Pourquoi c'est important de prendre Haya? Pourquoi c'est important de prendre une courtière au crédit immobilier? Parce que lorsqu'on fait un montage à la banque, c'est pas les mêmes configurations, c'est pas les mêmes taux, c'est pas la même chose qu'en France. Nous, en France, on connaît le taux fixe, on sait qu'on va payer toute notre vie le même montant. Ici, c'est pas du tout pareil. Vous avez les taux fixes qui sont de Samou de la Madad, c'est-à-dire les taux fixes qui sont indexés sur le taux de la vie. Vous avez le taux, donc il change. C'est plus un taux fixe, c'est un taux fixe, mais qui est variable. Vous avez les taux variables, vous avez le taux qui est indexé sur le prime, vous avez plusieurs configurations. Et du coup, votre prêt va changer tous les mois en fonction du cours de la bourse ou du taux de la vie ou de ce que vous avez convenu. Donc, c'est très important de prendre une courtière en crédit immobilier pour vous sécuriser dans vos transactions pour ne pas que ça augmente de manière crescendo et que vous arriviez à des situations où vous ne pouvez plus payer. D'accord? Là, c'est ce qui s'est passé avec la guerre, c'est ce qui s'est passé avec le corona. Il y a beaucoup de crédits qui ont augmenté de manière fulgurante et il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent plus à rembourser. Donc, c'est très important de prendre. Et puis, la courtière va vous obtenir des taux, va vous obtenir des conditions que vous n'aurez pas réussi à obtenir par vous-même. Parce qu'elle a un poids plus important, elle arrive avec des dossiers, avec un ISAN, une expérience que vous n'avez pas. Et c'est pour ça que c'est important de bien se faire encadrer. Pareil pour l'expert comptable. N'attendez pas d'arriver à la 12e ou 13e année en Israël pour faire vos déclarations fiscales. Vous aurez un redressement. Allez-y, Alice. Vous avez une question? Allez-y. Oui, oui, concernant tout ça, parce qu'effectivement, moi, j'envisageais peut-être d'acheter avant d'arriver, mais si on achète quelque chose sur plan qui sera fini sensiblement après qu'on arrive, ou on sera taxé de la même façon, le fait qu'on ait commencé à investir avant de faire l'ALIA. Mais si vous le faites dans l'année, c'est pour ça que je vous ai dit, comme pour le crédit, c'est pareil pour la taxe. Vous avez un delta d'un an à peu près. C'est ce que vous explique Raya. D'accord, Voilà. D'accord? Un d'accord, an, c'est allez, on peut ça. négocier 2 ans. D'accord? L'avocat C'est qui fait. important en fait au moment de l'achat de savoir qu'est-ce que vous aurez enregistré. Si vous avez enregistré en tant qu'étranger ou en tant que personne qui va faire son ALIA. D'accord, c'est là que c'est décidé. OK. Voilà, voilà, Alors, exactement. C'est moi, j'ai important de déjà se vu faire des cas. accompagner. Alice, moi, j'ai déjà vu des cas et je l'ai déjà fait avec mes collègues avec qui je travaille. D'accord? Je travaille avec 2 avocats qui sont spécialisés en immobilier. Oui, Parce que moi, je suis la petite souris derrière en immobilier qui fait tout l'administratif. Euh, Lorsque vous avez le projet de faire la LIA et que vous achetez sur plan et que vous achetez en qualité d'étranger,